Coucou tout le monde, c'est Aimé, bienvenue sur La Ruche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler des Drukhari. Alors, pourquoi les Drukhari? Je vais vous parler encore d'une autre armée, décidément. Mais pour le coup, là, je vais être un petit peu honnête avec vous et je vais vous parler un petit peu de ma pratique du jeu dans un premier temps au global. Mon historique sur les Drukhari, mon petit historique sur les Drukhari. Puis ensuite, je vous parlerai rapidement de la dataslate sur cette armée. Et enfin, une présentation de liste avec laquelle j'ai remporté donc l'un des premiers tournois Silver Ticket de l'année 2024 avec les Drukhari justement. Donc je pourrais vous parler, alors pas d'un retour de tournoi, je pourrais vous parler simplement rapidement des 5 match-ups que j'ai eu en vous disant ce qui s'est passé, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. Mais ça ne sera pas une revue de codex complète, ni une revue de rapport de tournoi, parce que tout simplement j'avais pas pris de photos, parce que j'étais vraiment parti pour ce tournoi dans une optique de test, de tester un nouveau détachement, et pas forcément de faire une revue de ce tournoi-là. Mais on m'a beaucoup demandé des retours sur ce tournoi, donc tant qu'à faire, je profite de cette vidéo pour vous en parler. Donc vidéo qui risque d'être un petit peu longue, mais où j'espère qu'il y aura pas mal de choses qui pourront aider les gens dans cette ère post-dataset. Alors, pour parler des Drukhari, alors moi, il faut savoir que, pour faire un rapide historique, première armée que j'ai jouée à Warhammer 40 000 et que j'ai achetée, que j'ai peinte, c'est la Death Guard, ça va être en V4 ou en V5, je sais plus exactement. Et c'est avec cette armée que j'ai commencé, j'ai très peu joué avec, j'ai pas eu grand chose, c'était des figurines en métal, c'était quand même un peu dur, j'avais 14-15 ans, allez non, un peu plus, peut-être 17-18 ans, c'était un matériel qui était quand même assez onéreux, et c'était quand même un matériel un peu compliqué, assez ingrat à travailler, donc j'ai assez vite lâché l'armée, et j'ai parti sur mes orques, donc une première armée orque que j'ai réellement, par laquelle j'ai commencé. Ça c'était quand j'avais 18 ans, donc dans les années 2000, 2008, dans ces eaux-là. Ensuite, j'ai arrêté le jeu parce que, lycée, école supérieure, etc. Et j'ai repris le jeu aux alentours de 2014-2015 avec les Drukhari, les orques, et notamment assez rapidement, orques, Drukhari, j'alternais entre les deux. Et puis j'ai beaucoup joué les Drukhari à l'époque de la V6, V7. À Angers, dans un milieu amical, et c'est la première armée avec laquelle j'ai commencé à avoir une réflexion, une construction de liste un petit peu compétitive. Je ne faisais pas encore de tournoi à cette époque-là, c'était vraiment à la cool avec mes copains d'Angers, et en fait, il se trouve que c'est la première armée avec laquelle j'ai commencé à m'imposer une certaine optimisation de mes listes, et donc avec laquelle j'ai pu faire un peu peur à certains joueurs de mon milieu amical à ce moment-là. Et ensuite, arrivé de la V8, avec la V8, rapidement j'ai délaissé les orques et les Drukhari pour partir plutôt sur les tyrannides, et ensuite c'est plus connu parce que j'ai été médiatisé sur quelques chaînes, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne-là dans mes vidéos, donc voilà, après j'ai continué les tyrannides, j'ai joué quasiment entièrement la deuxième partie de V8, la V9 avec les tyrannides en jouant exclusivement cela. Et ensuite, nous voilà avec la V10, et la V10, les tyrannides, malheureusement, qui reste mon armée de cœur, hein, j'en démords pas, c'est mon armée favorite, c'est celle dont je connais le mieux le fluff, c'est l'armée que je possède le plus aussi, donc c'est clairement mon armée de cœur, mais force est de constater que cette expiration de codex V10 tyrannide me déplaît beaucoup, parce que c'est pas du tout mon style de jeu. J'en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas revenir là-dessus. Le but, c'est pas de bâcher le tyrannide du tout. Il y a des gens qui adorent le jouer comme il est, c'est très bien. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à appréhender ce codex et à performer avec, parce qu'en fait, c'est pas ma manière de jouer. Donc les Drukhari en V10. Alors les Drukhari en V10, déjà il faut savoir que c'est comme toutes les armées que je possède, j'ai regardé un petit peu Warhammer Community à l'époque de la sortie de la V10, ce qui était proposé à cette armée-là. Et je sais que j'avais été assez attentive sur la revue Drukhari qui avait été faite, parce que je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes, au moins sur l'ADN d'armée, à savoir que ça allait être rapide, qu'il allait avoir des grosses armes anti-chars. Je vous rappelle que le Tyrannide de la Force 12, c'est les zoanthropes. Là, globalement, chaque véhicule de transport avait une lance des ténèbres. Donc je me suis dit, eux, ils vont pouvoir éclater les véhicules. Et en plus, il y avait cette image du Venom avec lequel on nous indiquait qu'on allait pouvoir taper et puis ensuite re-rentrer dans les transports. Je trouvais ça génial, donc j'avais trouvé ça hyper cool. Il faut savoir que moi, les Drukhari, j'ai surtout
une appétence pour jouer les cabales et les cultes witch. Je suis moins fan des coteries, en tout cas, j'ai rien contre les mandrakes, pardon, les gorgones et les grotesques, même si j'aime pas les figurines des grotesques. Mais globalement, ça me dérange pas d'en avoir une ou deux unités dans mon armée, mais faire des armées complètes de coteries me dérange un peu. C'est pour ça, notamment, qu'en V8, j'ai assez vite lâché le Drukhari, et en V9, je l'ai même pas du tout touché, parce que justement, la méta était trop orientée sur la coterie. Voilà, donc en tout cas, la V10, ça m'avait un petit peu plu, le Drukhari. J'avais testé un petit peu sur TTS. Globalement, c'était assez décevant. Je vais pas vous raconter des histoires, hein, c'était franchement très mauvais. J'ai pas joué beaucoup, j'ai dû jouer 3-4 parties avec mes Drukhari en V10 et j'avais trouvé ça nul. Sauf que à partir de cet été, pas du tout cet été, de cet hiver à Noël, je me suis dit tiens, le Drukhari est vraiment à la rue. Donc, pourquoi pas recréer un petit peu mon armée, retravailler la peinture, racheter des figurines. Donc j'ai fait une énorme commande à mon magasin local, que je remercie d'ailleurs, Sortilège, au Mans. Donc j'ai racheté pas mal de choses là-bas pour compléter mon armée et pour essayer d'appréhender un éventuel up de l'armée avec la datasled qui est sortie dernièrement. Et ben j'ai tapé dans le mille et au-delà de mes espérances, j'ai envie de dire, puisque je ne m'attendais pas à une refonte un petit peu de cette armée-là. Je m'attendais à des baisses de coûts en points et qu'on reste potentiellement dans ce qui était existant. Peut-être, j'avoue que j'étais très surprise que l'Archon ne puisse pas rentrer dans des incubes, donc j'ai été ravi de voir que ça avait été ajouté. Et rien que ça, je pense que ça aurait suffi à me décider à jouer Drukhari. Mais là, clairement, le nouveau détachement est vraiment extrêmement sympa, hyper nerveux, donc ça me plaît beaucoup. Donc effectivement, j'étais ravi, j'ai vu cette datasled, j'ai regardé le Tyrannide, j'ai fait bon ok, il y a un petit peu de baisse à droite à gauche, rien de nouveau entre guillemets sur l'aspect macro de l'armée, donc ok, le Tyrannide je connais. World Eater, je vous en parle un peu, l'armée je l'ai joué, c'est clairement pas une armée dont je suis une aficionados, hein, pas du tout. Moi, c'est plutôt voilà, les armées un peu polyvalentes. J'aime bien pouvoir changer mes game plans en fonction des adversaires. Le World Eater, c'est toujours la même chose. On va tout droit, on tue des gens. En général, on attend le tour 2 pour emmagasiner des PC, puis on attend. Je trouvais que ça manquait un peu de rejouabilité, et force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de tirs dans cette armée, donc nécessairement, je m'y retrouvais pas forcément. J'ai joué cette armée pour la Ligue 1, j'étais très contente de la jouer, ça m'a fait plaisir de ressortir mes figurines, mais clairement, on n'était pas dans une armée à laquelle j'attachais un investissement monstrueux. C'était vraiment histoire de passer ce cap du Tyrannide un petit peu décevant et de trouver quelque chose de mieux. Ça aurait pu être le World Eater, il se trouve que c'est pas le cas. Ça sera les Drukhari. Donc voilà, je vais vous le dire clairement, dans l'état actuel qui est le mien, je me dis que là je vais sans doute jouer compète, parce que ça va pas changer, mais sans doute jouer beaucoup plus Drukhari que Tyrannide ces prochains mois, parce que globalement le Tyrannide, j'ai fait un peu le tour et ça me convient moyennement, donc voilà, j'aime bien Drukhari, donc je vais sans doute vous proposer pas mal de contenu Drukhari à l'avenir. Donc voilà, donc ce que je vais vous parler aujourd'hui dans la suite de cette vidéo, c'est rapidement de l'index, et ensuite on parle de la liste que j'ai pondue avec cette datasled qui est extrêmement salvatrice pour le Drukhari. Alors, je vais maintenant vous parler des Drukhari, donc de l'index Drukhari qui a... je vais vous faire une revue rapide de l'index Drukhari. On ne parlera pas des datasheets, hormis de l'Archonte et globalement des unités qu'il peut rejoindre. Mais globalement, la vocation, c'est pas de faire un codex review, c'est juste de vous présenter un peu ce qui a changé et en quoi, qu'est-ce que c'est que le Drukhari, parce que finalement, on ne l'a pas du tout vu. Donc, ça sera intéressant de pouvoir vous présenter ça, et si vous êtes amené à affronter le Drukhari, mon petit œil me dit que ça va arriver prochainement. Donc, vraiment, vous aurez des infos supplémentaires pour ça. Alors, les Drukhari, ils ont une règle d'armée qui fonctionne avec les points de souffrance. Les points de souffrance, vous en avez 3 au début de la partie, et vous en avez un supplémentaire à chaque fois que l'adversaire rate un battle shock, ou à chaque fois que vous, joueur Drukhari, vous allez tuer une unité en face. Donc c'est en fait un système qui s'auto-recycle, mais surtout c'est bien quand vous tuez l'adversaire, et à l'inverse, quand vous commencez à perdre une partie, ça dégringole et vous êtes de moins en moins létal. A l'inverse, quand vous avez la partie en main, vous devenez extrêmement létal et vous faites extrêmement mal. Ça, c'est la règle de base, et ces points-là vont être utilisables de plusieurs manières. La première et la plus courante, c'est une full reroll des touches, soit au corps à corps, soit au tir. Vous avez également la possibilité de relancer vos charges ou vos advances avec les points de souffrance, mais globalement, ce qui est très important à retenir, c'est surtout cette reroll des touches qui va augmenter drastiquement la létalité des unités.
Ça, c'est la règle d'armée. Premier détachement, le raid de l'espace réel, qui est donc le détachement historique. C'est un détachement qui fonctionne alors historiquement assez mal, mais maintenant qui a un vrai intérêt malgré tout. Alors moi je suis convaincu qu'on va potentiellement continuer à avoir des Drukhari joués en Space Raid, parce que c'est un détachement de tir, avec du corps à corps possible, mais essentiellement de tir. Et du tir pas forcément embarqué. Vous allez également avoir la possibilité de jouer des coteries avec un stratagème moins un bless qui les rend extrêmement résistantes pour tenir vos primaires. Donc le Real Space Raid, c'est plutôt je tiens un peu mieux mes primaires et je tire très fort via les Talos, etc. Et je tire avec des Terclones qui sont jumelés. Cette règle de détachement, c'est que quand vous allez jouer un Archonte, une Succube ou un Hémonculus, vous allez y avoir un point de token en plus au début. Donc vous n'allez pas commencer à 3, mais potentiellement à 6, ce qui quand même est énorme en début de partie pour faire un burst, pour du coup les régénérer instantanément. Vous avez également des possibilités de régénérer ces points-là, donc vraiment c'est beaucoup plus autonome en points de souffrance dans ce détachement-là. La personne qui va jouer Drukhari va pouvoir quasiment toujours fiabiliser ses relances de touche, donc ça va fonctionner assez bien. Ce détachement, il a deux stratagèmes principaux qui vont être utilisés très souvent. Le premier, c'est le stratagème qui va donner un moins un bless aux unités coterie, donc ça marche extrêmement bien sur les Talos, sur les Chronos, sur les Gorgones et sur les Grotesques, parce que du coup vous augmentez leur résistance de manière significative, ce qui vous permet de tenir les objectifs beaucoup plus longtemps que ce que vous pourriez avoir en possibilité avec les autres unités de l'armée. L'autre stratagème est également très bon, qui est certes un peu cher, c'est la capacité en phase de tir de rebouger. Donc en fait, vous pouvez ni plus ni moins qu'avoir 4 unités qui vont rebouger, potentiellement plus, mais globalement c'est comme ça que c'est souvent joué, c'est-à-dire 3 unités de Scourge qui vont tirer et rebouger après leur tir, et une autre unité qui pourra tirer et rebouger. Ce qui vous fait une sorte de savonnette de tir qui est extrêmement pénible à détruire, notamment dans un écosystème où la data slate a quand même pas mal nerfé le tir en ligne de vue, et donc par ricochet ça impacte positivement le Drukhari qui était extrêmement sensible à ça. Donc cette armée basée sur du hit, du shoot and run entre guillemets, ça a tendance à très bien marcher, donc je pense qu'on pourrait continuer à avoir des Real Space Raid continuer à tourner, même si ce détachement était extrêmement décrié au début. Le fait que désormais on ait accès à un Archonte qui rejoigne des incubes et qui apporte une option de contre-close, ça va rester intéressant. On a également, j'en parle rapidement, mais des stratagèmes qui permettent avec un seul point de souffrance de booster jusqu'à 3 unités, et même potentiellement de regagner le PC qui permet ça. Donc voilà, on a vraiment une farm possible aussi bien en PC qu'en point de souffrance, mais par contre on n'aura pas un impact au corps à corps aussi fort que ce qu'on pourra avoir dans le deuxième détachement. Le deuxième détachement, on en parle maintenant, c'est le détachement des transports, parce qu'effectivement, toute l'amélioration va être basée sur le fait d'être dans des transports, ou d'en sortir au moment opportun. La première des choses, c'est que ce détachement, il va vous donner un bonus quand vous venez de débarquer d'un transport, vous avez Lance et Ignore Cover pendant cette phase, enfin ce tour. Donc en fait, vous allez pouvoir ignorer le cover et avoir plus un bless au corps à corps quand vous avez chargé. Ce qui est quand même extrêmement bon dans un écosystème où on a envie de tirer et de faire du corps à corps. Donc en ça, c'est déjà une très bonne règle. Ça va donner en fait un punch à certaines unités comme les Serastes ou les Incubes notamment. Au niveau des stratagèmes, il y en a plusieurs, il y en a 6, et là on est quand même sur 6 stratagèmes extrêmement bons. Le premier, les Vicious Blade, ça va vous permettre de faire des blessures mortelles au corps à corps avec un transport dans lequel seraient embarquées des unités. Donc ça c'est très fort, c'est sur du 5+, qui passe à 4+, si on joue des vracs. Donc là on a quand même quelque chose qui peut faire un combo en cumulant le tank shock sur de l'infanterie, plus ce stratagème là, on peut assez stablement monter à 6, 7 BM, voire même un peu plus, donc c'est quand même pas négligeable. Et là on parle même pas d'unité forcément de corps à corps, on parle juste d'unité un raider avec des cavaliers qui vous tank shock une unité, vous allez mettre pour 2 PC certes, mais on va dire statistiquement entre 6 et 8 BM, ce qui est quand même assez bon, on va le reconnaître. Ensuite, on a un stratagème qui va vous permettre de taper et de revenir dans votre transport. Donc ça, c'est extrêmement bon parce que vous allez pouvoir taper quelque chose, le tuer ou pas d'ailleurs, parce que c'est un mouvement normal ou un fallback. Donc vous allez même pouvoir taper quelque chose et si vous êtes encore vivant, repartir.
Et les witches, elles, vont même pouvoir faire un mouvement normal et ne vont même pas être obligées de revenir dans le transport. Elles pourront, genre, par exemple, faire une contestation d'objectifs, par exemple. Moi, je l'ai fait pendant le tournoi, j'ai tapé une unité, je l'ai tué, et du coup, j'ai fait un équivalent de consolidation sur l'adversaire pour lui voler son objectif et marquer capturer l'avant-poste ennemi. Donc il y a vraiment des utilisations hyper intéressantes là-dessus. Donc ce stratagème est extrêmement bon. Moi personnellement, il me rappelle beaucoup l'overrun en tyrannide, le submergé, que j'aimais beaucoup pour avoir cet changement de géométrie sur la table. Ensuite, on a un stratagème qui va vous permettre de ni plus ni moins qu'avoir la règle du Land Raider avec vos transports, à savoir que vous pourrez bouger vos transports et ensuite débarquer pour charger. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que je rappelle que tous les transports Drukhari bougent à 14, donc en fait, ça vous donne quasiment une auto-advance à 6, si on part du principe que vos unités ont un mouvement de 7 ou de 8, là vous avez un mouvement de 14. Alors évidemment le Raider ou le Venom ne passe pas les murs, donc il faudra contourner, mais dans certains cas c'est vraiment une avancée tout droit de 14, débarquement jusqu'à 3 pas, et ensuite on peut charger, donc c'est extrêmement précieux d'avoir cette allonge là, notamment pour aller agresser le milieu de table, où l'adversaire aurait mis des objectifs, où les objectifs seraient où l'adversaire aurait mis des unités un petit peu lourdes qu'on aurait envie d'aller détruire sans avoir à s'exposer avec des véhicules de tir. Ensuite, on a un stratagème qui est... Alors moi, je le trouve pas extrêmement bon, mais disons qu'il va conditionner votre utilisation et votre liste d'armées. C'est une capacité qui va vous permettre, quand vous allez débarquer d'un transport, d'avoir Sustainite 1 avec vos armes de tir, ou Sustainite 2 si vous êtes des Cabalites. Alors, il faut savoir qu'il faut avoir débarqué d'un transport. Donc, là, un Raider, vous pouvez mettre des Cabalites dedans, ils peuvent débarquer et tirer, vous aurez Sustainite 2, c'est bien, mais par contre, après, vous êtes un peu dans la pampa. Donc, à moins de réussir à charger quelque chose et de revenir dedans, bon, c'est un petit peu bancal, donc c'est un peu dangereux. En revanche, c'est un style de jeu qui peut marcher tout à fait bien avec des Venom, parce que les Venom, eux, ont la capacité en phase de combat, sans avoir tapé ou quoi, de faire rembarquer les unités dedans. Donc vous allez très bien pouvoir mettre des escouades de 5 à 6 Cabalites avec un archonte dans des Venom qui vont s'approcher très proche de l'adversaire, tirer, et ensuite rembarquer en phase de combat dans le transport pour se soustraire de la réplique. Et là, on est quand même dans quelque chose d'assez vénère, parce qu'on imagine des Venom avec une équipe quasiment composée que de gars avec des armes spéciales, donc qui tapent avec de la force 8, des choses comme ça. Quand vous commencez à avoir du full reroll touche possible avec des points de souffrance, full reroll bless, mais qu'en plus vous êtes en Sustainite 2, bon là, on parle quand même de quelque chose d'assez vénère, parce que la lance des ténèbres qui fait un 6, qui fait 3 touches que vous allez pouvoir reroll, c'est pas drôle du tout sur un véhicule adverse, mais ça conditionne vos styles de jeu. C'est-à-dire que je pense que si vous avez une majorité de véhicules en Raider, vous ne tenterez pas ce stratagème. À l'inverse, si vous partez sur du Venom, là, à ce moment-là, ça peut être vraiment opportun de l'utiliser. Ensuite, on continue avec les 2 derniers stratagèmes. Le premier stratagème, la suite, c'est que vous allez pouvoir faire un mouvement en réaction quand un adversaire va venir à 9 pas de votre transport va pouvoir bouger de 6, ce qui vous permet là aussi de changer la géométrie de la partie, soit en vous rapprochant, soit en vous cachant, soit en allant occuper un objectif, ou soit en éloignant votre transport pour ne pas qu'il soit chargé. C'est typiquement un stratagème qui est dramatique pour les armées de corps à corps, parce que vos armées de corps à corps vont vouloir tuer vos véhicules, déjà qui vont devoir passer ce système de gigogne entre guillemets, mais en plus si vous avez la possibilité de bouger vos transports, c'est extrêmement désespérant pour lui, parce que du coup il faut qu'il considère que vous êtes 6 pas plus loin que là où vous avez commencé son tour. Donc c'est quand même assez problématique, notamment World Eater est très gêné par ça, parce que du coup non seulement il doit péter le raider pour taper ce qu'il y a dedans, mais en plus le raider peut bouger pendant son tour, donc c'est extrêmement gênant. Enfin, le dernier stratagème, extrêmement bien, salvateur je dirais même, c'est une invue à 4 sur un véhicule au tir. Là aussi c'est extrêmement bon, parce que les raiders ou les Venom sont extrêmement peu résistants, et donc c'est très facile pour votre adversaire d'estimer un petit peu la létalité de son armée, et vu que vous avez quasiment pas de sauvegarde, en fait vous allez tout de suite perdre les PV, donc pour votre adversaire c'est très facile mathématiquement de mettre telle ressource sur telle ressource à vous pour vous la détruire. Là, avec ce stratagème, l'invue à 4 change la donne drastiquement, et donc du coup votre adversaire va être un petit peu gêné par ça, donc c'est quand même une chose à prendre en compte.
Donc voilà, on en a terminé pour l'analyse de ces 2 détachements. Je crois que j'ai oublié de parler, d'un truc important qui a été ajouté par cette dataset, c'est que maintenant en plus le pen token vous permet d'ignore cover quand vous allez utiliser un pen token, mais aussi d'avoir un +1 PA au corps à corps. Ce qui fait que le +1 PA au corps à corps est extrêmement salvateur sur des unités comme les incubes ou les witch, ou même, des mandrakes ou ce genre de choses, parce que vous accédez très facilement à une PA, -3 avec les unités de corps à corps et c'est quand même c'est assez violent quand même. Moi qui viens des Tyrannides, c'est un peu violent de voir de la PA -3 sur des bases en fait, des unités de base. Alors certes rejointes par des unités, par des personnages, etc. Mais en tout cas, voilà. Donc tout ça pour vous dire que 2 détachements. Un premier Real Space Raid qui va plutôt être un détachement de tir basé sur un gros impact au tir avec un impact corps à corps modéré, mais par contre des facultés via les coteries de pouvoir prendre un peu mieux le primaire que les autres Drukhari. Et le deuxième détachement, des transports, qui est plutôt basé lui sur la létalité basée sur les transports, que ce soit au tir ou au corps à corps, mais vous aurez beaucoup moins de points de souffrance. Donc il faudra les utiliser avec parcimonie. Et donc, par contre, au corps à corps, il faudra vraiment utiliser ces points de souffrance pour maximiser l'impact. Mais là, vous êtes dans l'une des armées les plus létales du jeu en termes de corps à corps. Pour vous donner un ordre d'idée, 5 incubes full buffés avec un archonte peuvent tuer une exocrine, en tout cas tuent sans aucun problème un châssis rhino, sans problème. À partir du moment où il n'y a pas d'invue ou de Phinopen ou de malus, mais en tout cas, vous avez vraiment 5 gars d'infanterie qui peuvent très facilement tuer des unités avec de l'endu 10 sans aucun problème, parce que vous êtes dégâts 2, et l'archonte permet la reroll des blesses, vous avez un +1 bless, PA-3, bon bah, c'est très rapide de faire beaucoup de dégâts aux dégâts 2, et donc de tuer des unités qui sont pas censées être à votre portée de base quand on regarde la datasheet initiale de l'armée. Donc voilà pour les 2 détachements Drukhari. Moi je suis franchement conquise par le deuxième, mais je trouve que le premier se réfléchit certainement. Je n'exclus pas du tout de le jouer aussi, parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Si vous êtes dans une méta plutôt tir, là c'est vrai que la nouveauté avec l'apport du corps à corps est quand même assez séduisant, et sur la méta, ça me paraît quand même très très bon de partir sur celui-ci. De toute façon, je vous parle tout de suite de ma liste que j'ai amenée donc au tournoi du café, du French Wargame Café, donc je vais vous détailler ça tout de suite. Je vais donc vous parler de ma liste Drukhari Skysplinter Assault, donc c'est la liste que j'ai apportée au tournoi du French Wargame Café, qui m'a permis de remporter ce tournoi d'ailleurs et de gagner un des premiers Silver Tickets de la saison 2024, donc je suis assez contente. Surtout que j'y allais vraiment sans ambition, j'y allais vraiment pour tester l'armée, et j'ai été très très agréablement surprise par celle-ci, et je vais pas vous mentir, j'ai vraiment adoré ce tournoi, je me suis vraiment éclaté, j'ai vraiment pris mon pied pendant ce week-end-là, donc je me suis vraiment éclaté. La liste elle est composée de 2 archontes. Un premier archonte qui va avoir la relique qui permet de régénérer des points de souffrance quand on tue des unités adverses sur un objectif, et un deuxième archonte qui lui va permettre à son unité de ne pas se sélectionner pour être la cible d'un Overwatch. Ces 2 archontes-là, ils vont rejoindre d'une part 5 incubes et l'autre part 10 incubes. Donc voilà, c'est ma forge de frappe d'incubes, parce que les incubes sont extrêmement létaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a ensuite Lilith Esperax, qui est un personnage qui est déjà, la figurine est trop cool, la nouvelle fille est vraiment très très jolie, et clairement la figurine et la datasheet vont avec, parce que quand vous avez une Lilith Esperax qui va dans 10 Erast, c'est évidemment ce que j'ai fait, et bien vous avez un pack qui envoie 30 attaques en 3+, full reroll, et qui va ensuite avoir force 4 PA -3, donc on a quand même quelque chose qui tabasse, et en plus Lilith peut s'énerver et faire jusqu'à 12 attaques sustained 2, donc full reroll ça peut vraiment monter à 14-15 touches, et ensuite anti-infanterie de plus, PA -4, donc là encore vous avez vraiment une saturation énorme sur l'infanterie à grosse PA. Vous pouvez rentrer dans des Terminators avec ça, ça fera le dégât, ça fera du dégât. Vous pouvez rentrer dans des unités lourdes à base de sauvegarde à 2+, ça va passer très bien aussi. Donc vraiment une unité qui a un gros punch, qui a aussi accès à de l'OC2, parce que les witch sont OC2, et notamment du stratagème qui vous permet de rebouger après avoir tapé, et ça c'est extrêmement bon pour aller faire de la contestation de primaire tout simplement. Donc en ça, extrêmement bon, je trouve que l'unité est vraiment très très bonne.
Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai intégré dans mon armée. Ensuite, au niveau des battle lines, on a 2 escouades de 10 Cabalites, donc ils sont équipés avec toutes les options. Ces Cabalites, c'est simplement la faculté d'avoir de l'objectif contrôle, parce qu'en plus, les Cabalites, même embarqués, font ce qu'on appelle le sticky objective. C'est-à-dire que quand vous conservez vous allez commencer une phase de commandement sur un objectif, à la fin de celle-ci, vous gardez l'objectif même si vous partez de la zone. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve, pour justement pouvoir garder des objectifs, ou en tout cas continuer à avancer quand l'adversaire n'a plus de réserve. Et vous savez qu'il ne peut pas revenir par là, donc vous pouvez envoyer vos Cabalites ailleurs ensuite, et vu que ils sont dans des raiders, ils bougent très très bien, donc et l'unité est super polyvalente parce que vous saturez à l'anti-infanterie, vous avez une Dark Lance, vous avez un blaster, un shredder qui est un lance-flamme, et un splinter canon qui est une arme lourde anti-infanterie. Donc tout ça fait quand même beaucoup de tirs. Alors ils sont un peu chers, c'est vrai, mais il faut considérer qu'il y a toutes les options dedans. Donc le pack, quand il est jumelé avec la full reroll, là ça déconne quand même pas du tout. Donc on a quand même des options de létalité qui sont vraiment loin d'être négligeables. Donc en ça marche vraiment très bien. Lady Witch, je vous en ai parlé quand j'ai abordé Lilith. Ensuite, pour embarquer, finalement, les 10 incubes, les 2x5, les 2x10 Cabalites, et enfin les 10 Witch, il me faut 4 raiders qui sont équipés de Dark Lance pour avoir un gros tir anti-char. Donc les raiders marchent très très bien pour pouvoir véhiculer vos Drukhari à bon port. Ensuite, on a un Venom, le petit Venom avec double splitter canon qui fait donc des tirs anti-infanterie d'Oga 2 qui sont quand même pas négligeables. Lui, j'aime beaucoup le mettre en FEP pour pouvoir le mettre en réserve stratégique autour d'eux pour aller agresser un flanc. Et ce qui est très sympa, c'est que non seulement le Rapid Ingress du coup est sur toute la table puisque le Venom a FEP, mais surtout, je peux bouger de 14 et ensuite aller agresser où je veux. Donc même si l'adversaire a fait des repoussoirs, en fait, il n'est pas du tout à l'aise parce que je peux passer par-dessus ses cordons, ce genre de choses. Donc vraiment, le Venom est extrêmement intéressant pour ça, je trouve. Le fait qu'il soit assez petit, il peut se faufiler un petit peu partout. Donc le Venom, je le trouve très bien. Ensuite, j'ai un Chronos. Alors le Chronos, je l'ai utilisé principalement pour tenir mon objectif chez moi, et sa capacité principale, c'est de pouvoir recycler des points de souffrance que vous utilisez. C'est-à-dire que si vous utilisez un point de souffrance sur une unité à proximité du Chronos, et sur un K+, vous allez pouvoir le recycler, donc il ne sera pas dépensé. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que du coup, dans cette liste, on a quand même un petit peu de mal à s'approvisionner en points de souffrance. Donc avoir une capacité de régénération comme ça, c'est extrêmement précieux, et c'est aussi vraiment bien, très bien, je trouve, d'avoir un Chronos qui va tenir votre backline, qui a un petit lance-flamme pour potentiellement cramer les unités qui viendraient dans votre zone vous embêter. Donc moi je trouve intéressant ce petit Chronos. En plus à 50 points, je trouve que c'est vraiment donné, donc je le trouve vraiment très intéressant. Ensuite, les 15 incubes en 10 et en 5, donc qui vont être rejoints par les archontes, et qui sont clairement la force de frappe avec les witch de cette armée. Donc j'ai 2 unités de 10 qui vont taper très fort, les Sérast et les incubes par 10, et ensuite une unité de 5 qui va être là plutôt dans du harcèlement, dans la frappe précise et chirurgicale à un endroit un peu faible de l'adversaire. Et je trouve que les incubes sont vraiment extraordinaires. Non seulement les figurines sont magnifiques, mais en plus là, leur datasheet leur rend vraiment hommage par un profil létal digne des meilleurs spécialistes de corps à corps du jeu, donc ils sont vraiment très très cool. Ensuite, j'ai 2 packs de Mandrake. Là, c'est clairement du scoring. Les Mandrakes, c'est des unités en fait qui vont pouvoir repartir en réserve à la fin du tour adverse. Donc là, il faut toujours faire ça. C'est-à-dire que vous les gardez pour faire du scoring, les investiguer de signal, désengager sur tous les fronts, des déploys Homer, potentiellement, si vous arrivez à avoir un cleanse au tour 1, vous pouvez le faire parce qu'ils sont infiltrés. Donc vraiment, les Mandrakes, c'est vraiment l'unité couteau suisse qui va vous permettre de faire plein de choses au niveau du scoring. Donc moi, je les trouve vraiment très intéressantes. Il faut éviter de les envoyer au corps à corps vraiment en dernier recours parce que en général, c'est une ressource de létalité assez faible, même s'ils ne sont pas négligeables au corps à corps, parce qu'ils peuvent monter PA-2 force 5, donc on est quand même dans quelque chose qui tape un peu fort. Mais surtout, il faut en fait éviter de les envoyer au corps à corps parce qu'en fait, c'est une unité de scoring qui risque de vous manquer en fin de partie. C'est quand vous allez avoir des téléports Homer ou des choses comme ça. En Drukhari, on n'a pas trop envie de faire des actions avec des raiders ou des choses comme ça, parce que du coup, ça prive les gens qui tirent à l'intérieur de tirer, donc
c'est vrai qu'avoir des petites unités utilitaires comme ça, c'est souvent assez précieux pour pouvoir, assurer son secondaire. Ensuite, un ravageur. Alors le ravageur, je l'aime bien parce que c'est 3 coups de Dark Lance fiabilisés, parce qu'en général, c'est les premiers qui tirent et donc quand vous tirez sur une cible qui n'est pas endommagée, vous allez avoir la relance des 1 à la touche. Donc vous n'avez pas besoin de points de souffrance pour fiabiliser un ravageur. Et donc ça, c'est plutôt intéressant parce que le ravageur va commencer par ouvrir le bal et ensuite, en fonction de son résultat, vous avez une information qui vous sera donnée pour savoir comment répartir vos attaques. Et surtout, lui, il ne consomme pas de points de souffrance et vu qu'on en manque un petit peu, je le trouve vraiment intéressant. Ensuite, je joue 3 escouades de 3 Reavers. Donc les Reavers, ce sont les motos. Moi, je les aime bien parce que déjà, ils bougent de 16, ils peuvent advance et tirer. Donc ça, c'est vraiment hyper précieux pour faire des téléports homers ou pour faire des behind enemy line dès le tour 1. Ils sont OC2. Donc en fait, 3 motos, c'est 6 dossés, donc ça reprend bien souvent les objets à l'adversaire, quand il n'y a que 5 dossés, c'est souvent par 5 que c'est joué, donc c'est vraiment très intéressant pour ça, les Reapers. Et aussi, petite cerise sur le gâteau, ils ont une Hit Lance, et la Hit Lance, c'est assez brutal, parce que c'est une arme qui tire à 18, et qui a une force 14, PA-4 dégâts D6, et c'est fusion 3, donc là, pareil, la petite unité de scoring qui arrive à côté d'un Rhino, et qui lui met assez stablement 5-6 PV, c'est vraiment pas drôle du tout. Donc moi je trouve ça vraiment très chouette comme unité. Et en plus ils ont des tout petits socles, donc ils prennent vraiment très peu de place, ils peuvent être cachés assez facilement. Donc moi les Reavers, je les ai trouvés vraiment intéressants pour ça. En plus ils ont une capacité de survoler de l'infanterie pour faire un peu de BM. Donc tout ce qui est personnage non opératif, ils peuvent quand même assez mal vivre les 2-3 BM qu'ils peuvent prendre. Donc moi je les trouve vraiment intéressants pour faire en fait aussi du secondaire ou aller un petit peu agresser le primaire adverse, ou à l'inverse essayer de conserver le sien si on arrive à les cacher derrière des ruines ou des choses comme ça. Et ensuite je termine ma liste avec 3 x 5 Scourge équipés en Dark Lance. Donc là c'est clairement l'unité qui consomme beaucoup de points de token, de pen token plutôt. Pourquoi ? Parce que c'est une unité qui va toucher à 4 et qui est une arme heavy, mais en général vous ne les laissez pas dans la pampa, donc en fait ils vont toucher à 4 et donc c'est très important pour elle d'avoir cette relance des touches pour fiabiliser la touche des Dark Lance. Et c'est une unité qui est extrêmement bonne parce qu'une fois qu'elle a tiré, elle va pouvoir se rebouger de 6 et donc se recacher. Et donc c'est bien souvent une unité qui va tirer toute la partie si l'adversaire n'a pas de loss. Et même en fin de partie, une fois que vous avez détruit les véhicules adverses, quand vous faites que 4 tirs, où vous avez envie de regarder vos point tokens, souvent c'est une unité qui a un impact assez aléatoire, et donc du coup en fin de partie, je parle vraiment tour 4 ou tour 5, c'est une unité qui peut tout à fait faire les secondaires, parce que vous allez pouvoir rouler de 14, et ensuite vous allez faire des actions, des choses comme ça. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a aussi l'option de rebouger de 6 agressivement aussi, hein. Typiquement, fin de partie, vous voulez pas que votre adversaire fasse du primaire, pouf, vous les envoyez, vous bougez de 14 et vous rebougez de 6, vous bougez de 20, vous êtes de l'infanterie, donc vous passez au travers les murs. Des unités, alors certes au C1, mais en fin de partie, des fois on a des unités un peu affaiblies. Donc vraiment, c'est une unité qui a vraiment une ressource à la fois létale et tactique en fin de partie. Très intéressante, donc les Scourges, je les trouve très bien. Ils ont aussi la FEP, donc c'est intéressant aussi de potentiellement les préserver si l'adversaire a un petit peu de hors-loss. Donc moi je trouvais que les Scourges étaient vraiment très bonnes, et globalement elles m'ont pas déçu, même si j'ai constaté que l'aléatoire était quand même un peu élevé sur cette unité, et que 3 pen tokens par tour pour rentabiliser cette unité, c'est souvent un petit peu dangereux parce qu'on s'essouffle derrière. Donc voilà, en tout cas c'est une bonne unité, une très bonne unité, mais versatile, qui a plein d'utilités, mais par contre elle est fragile et elle demande une ressource de points de souffrance, qui, je le répète, est quand même pas une ressource extrêmement régulière dans cette armée, donc c'est à noter. Et enfin, avant-dernière partie de cette vidéo, mon retour rapide du tournoi. Donc je vais vous parler rapidement des match-ups que j'ai eu. Alors en première ronde, j'étais à parier contre un joueur tôt qui jouait triple Riptide avec un gros pack de Crisis et 2 Devilfish remplis de Breacher. Je connaissais pas le match, hein, évidemment, je suis arrivé, je n'avais jamais joué de Drukhari. Les Riptide étaient un petit peu embêtantes parce qu'un vu à 4, donc la Dark Lane ça peut rebondir.
Mais par contre, je me disais que ces Riptide n'étaient pas hyper létales parce que force 6 sur mes transports, c'était quand même assez facile de survivre. Globalement, la partie a été assez tendue parce que j'ai rebondi complètement T1 et lui m'a éclaté 3 véhicules en retour, donc j'ai pris un peu tarif. Je me suis dit, ouh là là, j'ai pris vraiment cher. Mais bon, du coup, j'ai réussi à tuer tout son petit MSU assez vite. J'ai eu de la chance de récupérer plein de pen tokens, donc j'ai pu continuer avec mes scourges à tirer en permanence sur son armée. J'ai fini par tuer au tour 2 les Crésis, puis après au tour 3-4 les Riptide, puis après les Crésis. Et enfin, on s'est rendu coup pour coup. Mais par contre, au primaire, j'ai eu du mal à faire la différence. Donc on a terminé la partie sur un 11-9 en ma faveur. Donc c'était vraiment just. C'était difficile parce que ce T1 a été vraiment un petit peu dramatique pour moi. Je me suis exposé un petit peu, enfin audacieusement, mais de toute façon, j'ai eu le tour 1, donc il fallait que je sorte. Mais vraiment, il m'a fait très mal au tour 1 avec ses Riptide. Et en fait, j'ai eu vraiment peur parce que quand j'avais perdu mes unités dans les transports, j'étais un petit peu. Il faut savoir que la règle de détachement fonctionne qu'avec les transports, donc forcément on perd beaucoup de ressources. J'avais aussi mal déployé mes incubes qui ont tardé à pouvoir entrer en jeu. Donc voilà, ça a été un petit peu dur, mais je m'en suis sorti. Deuxième partie, j'ai affronté un joueur tyrannide qui joue une liste invasion assez standard avec 3 exocrines, un Malceptor, un Tyrannofex. Il jouait aussi des Stealers, et puis après, c'est les listes habituelles que je connais très bien. Cette partie a été relativement simple. Mon adversaire a été un peu traumatisé par l'explication de ma liste quand je lui ai dit que j'avais une quinzaine de tirs de Darklance sur les monstres tyrannides, c'est extrêmement létal. Et en fait, il a fait le choix de tenter un gamble en jouant un petit peu agressif avec ses Neurolictors et ses gargouilles, peut-être pour me bloquer le passage, ce genre de choses. Manque de peau pour lui, j'ai eu le tour 1, du coup je lui ai éclaté ses 2 Neurolictors, je lui ai éclaté un paquet de gargouilles et quasiment un deuxième. Donc en fait, il a perdu beaucoup de ressources de scoring tour 1. Et le fait que derrière je me sois positionné avec mes unités de corps à corps derrière des décors, en fait il était gêné parce qu'il pouvait pas venir m'agresser avec ses Stealers au milieu parce que je me serais reculé, donc il aurait exposé ses Stealers ensuite à toute mon armée. Donc il a fait le choix d'attendre, de temporiser, de jouer tyrannide finalement, en essayant de me contester un peu le primaire et en essayant de lui faire les siens. Il a joué son jeu, mais le delta au tour 1 a vraiment été difficile à compenser. Et enfin au tour 3, j'étais chez lui avec des incubes et des Cérastes, et c'était fini la partie. Donc j'ai terminé sur un gros 20-0, c'était assez brutal, et là c'est là que je me suis rendu compte vraiment de la force du Drukhari, où quand on arrive à amener ses unités de corps à corps en portée de menace adverse, c'est extrêmement dangereux pour l'adversaire parce que du coup vous avez vraiment des possibilités de sortir des lignes de vue. Enfin, ça peut vraiment être très très embêtant pour lui. Et là c'était vraiment parfait. Les Darklance sur le Tyrannide, c'est monstrueux, donc malheureusement pour mon adversaire, il a pris une grosse défaite. Troisième partie, j'ai été apparié de nouveau contre un joueur tôt, mais cette fois, lui, il jouait pas des Riptide, mais des Hammerhead. Donc, globalement, je pensais le match-up meilleur pour moi, parce que pas d'un vue à 4. Donc, forcément, quand il n'y a pas d'un vue à 4, moi, je préfère. En plus, les Hammerhead, c'est qu'un seul tir, donc potentiellement, ça peut se louper. Alors, en fait, il touche à 2+, il blesse à 2+, donc en fait, ça se loupe pas trop. Mais par contre, moi, j'ai l'invue à 4, et surtout, en fait, je partais du principe que j'allais gagner le match-up de tir des véhicules, et qu'il faudrait que je gère par contre les Crésis. Et ça, je comptais sur mes incubes et mes Cérastes pour faire le boulot. Il se trouve qu'il a joué très précieusement ces Crésis, donc elles m'ont fait mal, hein, elles m'ont clairement fait mal, mais elles ont tiré du tour 2, je crois, qu'à partir de son tour 2. Donc c'était ok pour moi, et pas sur des choses qui m'emportaient vraiment. Donc c'était pas gênant, elles sont rentrées réellement en jeu qu'à partir du tour 3. Et en fait, au tour 3, j'avais déjà géré ces Hammerhead, et donc du coup, mes véhicules en gigogne étaient extrêmement gênants pour ces Crésis à gérer, parce que tout simplement, quand il me tuait, je débarquais sur les objectifs, et après, il devait me tuer mes cavalites, et il avait plus assez de ressources, donc c'était un peu embêtant pour lui. Il y a eu un joli move qu'il a tenté, qui s'est joué à un pas dès que je pense que ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Il a fait Feps et Crésis avec son pack de Devilfish pour me péter un raider avec mes incubes.
Et du coup, avec la FEP à 9, il a pas trop pu, entre guillemets, «optimiser ses placements» et en fait, j'ai réussi à débarquer hors de portée des Crésis, ce qui fait que les Crésis n'ont pas pu tuer mes incubes et donc du coup, ça m'a permis après de charger avec mes incubes et de prendre un premier pack de Crésis. Donc bon, voilà, il y a eu des petites choses, ça s'est joué à pas grand-chose. Là aussi, les Scourges ont vraiment été extraordinaires en tirant toute la partie sur les véhicules sans avoir de réplique, donc c'était vraiment très, très bon. J'ai vraiment trouvé que c'était vraiment très fort pour ça, les Scourges dans ce match-up-là contre le Tau, c'était vraiment extrêmement précieux. Donc je gagne cette partie 18-2, bien aidé par un scénario en plus qui m'a permis de gagner pas mal de points de primaire quand mon adversaire était gêné, parce que moi je mettais des unités low cost sur les objets, et lui devait s'exposer une fois qu'il avait pas vraiment d'unité low cost, donc en fait rapidement j'étais sur les objets et pas lui, donc ça a fait le delta important sur le primaire et aussi sur le secondaire, vu qu'il a eu beaucoup de mal à réaliser ses secondaires. Quatrième partie, je joue contre un joueur Necron qui joue triple Cétane et triple paquet de Vresse. Alors là, clairement, je vais pas vous raconter l'histoire. La partie, je fais un 10-10, tout simplement parce qu'on joue sur Purge the Foe, qui est un scénario qui permet, en ayant juste un objectif et en tuant une unité par tour, de faire 8 points de primaire à tous les tours. Et donc, en fait, c'est une grosse prime à la personne qui défend, en fait. Si la personne arrive à se défendre tout au long de la partie en enlevant une unité adverse et en tenant un objectif, en fait, vous faites 8 à tous les tours. Il se trouve qu'en plus, j'ai eu le tour 1, mon adversaire s'est exposé, donc il m'avait pas tué d'unité au tour 1. Moi, lui en ai tué une, donc du coup, j'ai pu marquer le kill mort, donc j'ai pu mettre 8 points de primaire au tour 1. Lui a mis 0, ce qui veut dire qu'après, il avait globalement, en fait, on s'est tenu au primaire. On a fait à peu près le même nombre de résultats de scoring au primaire, alors qu'il était sur littéralement la moitié des objets toute la partie. Et au secondaire, on s'est tenu globalement, on s'est bien tenu. J'ai fait un tour assez violent avec 8 d'investigate signal, donc ça m'a permis de bien exister à la partie. En revanche, sur table, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai 3 unités de corps à corps. Mes 3 unités de corps à corps ont tué les Vresse, et ensuite sont mortes par les Cétanes que j'ai jamais pu gérer. Donc du coup, la partie s'est résumée à mes unités de corps à corps ont tué les siennes, et ensuite les Cétanes ont fait leur plus belle vie au milieu de mon armée, mais j'ai réussi à exister tout au long de la partie. C'était vraiment une partie très intéressante. Je pense très honnêtement que c'est une partie qui est très difficile pour le Drukhari, parce qu'en fait les Cétanes sont trop durs à tuer. Il suffit que l'adversaire... Pourtant, j'avais tenté d'en tuer un moment en mettant des motos avec les Melta 3 qui font quand même assez mal sur les Cétanes. Et non, il avait réussi ses invus. Donc malheureusement, j'ai abandonné l'idée de tuer les Cétanes. Donc j'ai un peu lâché l'affaire et je me suis concentré sur le reste en faisant mon scoring. Donc ça s'est terminé en 10-10 en égalité. Donc c'était quand même une chouette game. Je pense que j'aurais pu passer à 11-9 à peu de choses près, en engageant des motos que j'aurais pas dû, ce qui lui a permis de faire un kill mort alors qu'il aurait pu ne pas le faire, ou en refusant de faire 5 de behind enemy line au lieu de 3. Enfin, ça s'est vraiment pas joué à grand chose, mais attention, comme je le redis, le scénario était énormément à mon avantage. Donc clairement sur un match-up entre guillemets avec un scénario type take and hold, ça aurait été beaucoup plus problématique pour moi parce que j'aurais marqué beaucoup moins de primaire et lui beaucoup plus, et donc on aurait été assez rapidement en gros delta négatif pour moi. Dernière partie, je joue contre un Space Marine Vanguard qui était basé sur la liste de John Lennon, donc avec des Centurions, des Eradicators, des Inceptors, donc une grosse liste un peu vénère. Globalement, la partie, je pense que je dois gagner cette partie tout le temps, parce que je vois pas comment il peut tenir les objets avec ma létalité et ma gigogne. Donc même s'il avait 3 unités de Inceptor qui sont très chiants, les Inceptors peuvent se faire tuer ensuite, et derrière c'est essentiellement des unités qui tuent mes raiders mais qui peuvent pas tuer ce qu'il y a dedans, et ensuite je peux m'en aller, je peux être sur les objets, j'ai du MSU, lui n'en a pas, j'ai les motos qui sont extrêmement létales. Je fais un bon tour 1 en tuant 3 Centurions au tour 1 de manière un peu cavalière, parce que clairement j'avais pas anticipé le fait qu'ils puissent ignorer PA -1 et -2. Donc la Dark Lance à -1, ça laissait les Centurions en 3+, et il en a perdu quand même 3. Alors j'ai mis pas mal de choses, j'avais mis un Ravageur, un Raider avec des Cabalites, un deuxième Raider avec les Serastes, et en plus un paquet de Scourges. Tout ça évidemment sous Pain Token, et j'en tue 3, donc j'ai eu un peu de chance là-dessus.
Mais globalement, la partie doit bien se passer. J'ai par contre très mal joué mon pack de raiders avec mes incubes par 10. Je les ai fait en fait, je les ai oubliés en fait, tout simplement. Fin de tournoi, c'était compliqué. J'étais fatigué. Donc j'ai oublié qu'on était au tour 3, donc j'ai trop attendu pour faire arriver mon raider, et malheureusement ils sont arrivés un peu tardivement. Alors ils ont fini par faire le ménage au tour 5, mais je pense que s'ils avaient fait le ménage au tour 4 ou au tour 3, ça aurait probablement changé encore plus la donne de la partie. Mon adversaire s'est bien bagarré jusqu'au bout, du coup il a réussi à faire un gros tour de scoring à la fin, au dernier tour, grâce à ses scouts qui étaient repartis en FEP, etc. Et du coup, il fait beaucoup de secondaires à la fin. On termine sur un 13-7. Je pense que c'était plus pour moi normalement. Mais j'ai fait une petite erreur avec les incubes. Et lui a joué son jeu d'essayer de sauver les points. Il a bien fait. Et donc, je termine sur un 13-7. Et donc, après ces 4 victoires et cette égalité, je gagne le tournoi. Un petit peu surprise. Et franchement, j'ai adoré ce tournoi parce que j'ai adoré jouer cette liste en fait. J'ai vraiment adoré jouer Drukhari parce que j'ai trouvé que c'était hyper nerveux, hyper sympa. Ce côté polyvalent et à la fois hyper aiguisé. On peut vraiment aiguiser ses armes de manière hyper flexible avec les points de souffrance. J'ai trouvé les tricks avec les witch extrêmement bonnes. Les incubes sont genre un plaisir. Enfin, c'est genre un plaisir à jouer, mais oui, quand tu full reroll touche et que tu full reroll bless, t'es à moins 3 dégâts 2. Ouais, c'est du plaisir, hein, je vais pas vous mentir. Mais ouais, non, j'ai vraiment trouvé que c'était très cool à jouer. En plus, ça me fait vraiment super plaisir de ressortir mes figurines Drukhari, donc j'étais hyper content. Donc je suis aussi bien contente d'avoir remporté un silver ticket pour potentiellement aller à Atlanta cet automne, donc on verra si ça se concrétise. Mais en tout cas, ouais, je pense que pour clôturer cette vidéo, je pense que autant les World Eaters, je les jouais, mais j'ai continué à jouer plus Tyrannide que World Eater finalement. Là, je pense que je vais vraiment me concentrer un peu sur le Drukhari pour vraiment essayer de me challenger sur ce codex et potentiellement mettre un peu le Tyrannide de côté pour l'instant. Je le jouerai encore, hein, je vais pas abandonner l'armée du tout, mais je pense que je vais prioriser peut-être mon entraining sur le Drukhari parce que j'ai un très bon feeling sur cette armée. J'ai également d'autres idées de listes à jouer, notamment je vous en ai parlé avec le stratagème qui permet de débarquer des unités et d'avoir un sustain hit, parce que en fait je me rends compte que typiquement un full Venom avec des cavaliers splittés de partout, qui peuvent du coup permettre de garder des objectifs et en même temps de taper quelque chose, de rembarquer, tout en ayant des incubes qui peuvent aussi taper très fort. Je pense qu'il y a un truc à faire aussi là-dedans. Donc voilà, il y a clairement des unités que j'ai envie de tester. Donc je vais voir ça. Donc vous entendrez de mes nouvelles de Drukhari prochainement. En attendant, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne journée, soirée quand vous regarderez la vidéo, et je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.